Là, est-ce que tu vois le... Ouais. C'est bon. Bon, on commence alors. Donc, bonjour et bienvenue à la revue de sprint numéro 25, donc, qui s'est déroulée du 15 juin au 6 septembre. Donc, c'est un sprint très long avec beaucoup de choses à vous montrer parce que c'était les vacances. Je vous laisse deviner le thème. Hop là, je vais remonter ça. Je vous laisse deviner le thème du sprint. Alors, le thème est comme le rébut que vous avez ici, composé de plein de choses. Alors, même moi, je connaissais le nom du sprint, j'ai eu du mal à trouver. On le dira à la fin. Jusqu'à la fin. Inter, ça commence. Oui, c'est ça. Inter. Intertombe, c'est pas mal. Ouais, intertombe. Inter, Bon. c'est bon. Comme c'est la rentrée et nous avons procédé à un petit rafraîchissement de nos slides pour moderniser un petit peu donc nos présentations. Vous verrez tout au long. Pour les collectionneurs, les slides des anciens sprints sont toujours disponibles. Ouais. Par contre, plus on attend, plus ça va. Le plan de la revue de projet, donc comme je viens de le dire, donc nous avons beaucoup de choses à vous montrer. Donc les thèmes qui sont en noir, nous les évoquerons rapidement et nous aurons l'occasion de vous en reparler plus en détail au prochain sprint. Donc dans la partie communication, donc, nous avons réalisé un rapport en PDF sur les usages des ressources électroniques mises à disposition via le portail BIPCNRS, l'Université de Lyon 1. Donc, je rappelle que si vous êtes intéressé par ce genre de rapport, n'hésitez pas à nous en faire part. Au niveau d'Analogist et EasyParse, donc, nous avons procédé à de petites améliorations et également à des retraits de fonctionnalités qui n'étaient pas utilisées. Et sur EasyMesure, on est en cours de test de la version 6.3 d'Elasticsearch et on met à jour aussi la documentation. Une annonce. Est-ce que vous pouvez couper vos micros à distance pour qu'on n'ait pas de bruit parasite ici? Merci. Donc, la partie communication. Donc, nous avons eu 23 nouvelles installations DigiParse. Nous avons également eu 10 rendez-vous EasyMesure avec notamment l'Université de Picardie, l'Université de Lyon 2, l'Université de Toulouse 3, Paris 3 pour la Bibliothèque Sainte-Geneviève, OCLC, Unistra, l'ESSEC, Learn Library et Yannick a aussi eu des rendez-vous avec Sarah Denou de Halle pour EC Bullmaker, mais ça, il en parlera tout à l'heure. Et on a aussi eu quelques feedbacks avec Gareth Moget, je sais pas si c'est comme ça, du GISC. Donc, je te laisse en... Je vais passer. Si. On a un petit peu rapidement interagi avec lui. Il a fait une install pour voir si ça marchait et tout. Non, j'ai vraiment pas vu passer ça. Mais ah bon? Ouais. Il me semblait que tu avais répondu. C'était pendant Ouais, c'était avant. Si tu veux en dire quelques mots sur les... non, rien de plus. C'est le seul, quand on dit 9 heures consacrées au support, c'est 9 heures minimum en fait. C'est les 9 heures qui sont comptabilisées sur le calendrier, mais il y a toutes les réponses aux mails qui sont régulières, qui ne sont pas comptabilisées. Donc en fait, on continue, comme à chaque sprint, à assurer beaucoup de support. Ce qui est un très bon signe pour nous, c'est-à-dire que c'est le signe que les collègues utilisent le logiciel, parce que s'ils ne l'utilisaient pas, ils n'auraient pas de questions. Donc le fait qu'ils aient des questions, c'est très bon signe pour nous. D'autant que les questions ne sont pas tout le temps les mêmes. Il y a un socle commun de questions, mais ce n'est pas tout le temps les mêmes. Et du coup, c'est toujours très enrichissant d'avoir à faire du support. L'instant blog, alors, donc pas mal d'articles, un tuto pour savoir comment tester les URL dans Analogist avec EasyLogger, un article sur la mise à jour des RTIP dans EasyParse suite aux réunions qu'on avait fait avec les correspondants, 2 petites facs pour savoir quoi faire si vous avez le message le champ log ID est manquant et lorsque vous déposez vos fichiers dossiers dans EasyMesure,
et aussi pour savoir quoi faire si vous n'arrivez pas à déposer vos fichiers dossiers dans EasyMesure. Pardon, si vous n'arrivez pas à vous connecter via votre fédération d'identité. Un article sur l'analyse de la plateforme Ingenta, un autre sur les enrichissements bibliographiques dans EasyParse, où vous verrez, on donne la priorité à Crossref, et pour finir, un article sur un cas d'usage de l'Université de Lille qui décrit la procédure complète de mise en place de la solution EasyParse EasyMesure en université. Je vais aller sur le blog directement. Donc, depuis, il y en a eu d'autres qui ont été rajoutés, tels que l'analyse de la plateforme pour Brill et un petit tuto sur comment diffuser vos badges EasyParse sur les réseaux sociaux. Et donc, justement, en communication, donc il y a l'attribution des badges de l'écosystème EasyParse. Et d'ailleurs, Steven vous fera une présentation jeudi prochain à 15 h. Donc, si vous êtes intéressé, je vous envoie un petit mail. Si vous êtes intéressé, dites-moi si vous serez présent. Voilà. Et là, c'est moi. Donc là, c'est pour montrer une nouvelle tentative de dashboard sur EasyMesure. Alors l'idée, c'est d'initier en fait ce qu'on pourrait imaginer comme index commun à tous les organismes. Et donc c'est la première fois qu'on fait ça. Et l'idée, c'était de montrer en fait les différents déposants dans EasyMesure. Donc là, on voit une carte de France avec non pas la localisation des consultations, mais la localisation des organismes qui déposent dans EasyMesure en fonction là, du nombre de C qu'ils ont déposés. Donc c'est le premier critère, c'est le nombre de C qu'on a mis dans cet index. Pour faire ça, il fallait un certain nombre d'informations, en particulier la géolocalisation des organismes. Donc comment on a fait ça? On a été rechercher en fait la géolocalisation dans un fichier qui est en open data, qui est sur le site de j'ai l'URL dans le slide suivant, sur le site du ministère d'Enseignement supérieur et de la Recherche, le data. Etc. Voilà, .gouv. Bon, il est en haut à droite là-bas, data.enseignementsuprecherche.gouv.fr. Donc, si tu reviens sur le slide précédent, voilà, et si tu cliques sur le lien, on se retrouve donc sur EasyMesure, sur ce dashboard qui est dynamique, et donc du coup on peut éliminer, en fait on peut voir progressivement toutes les, si tu fais moins par exemple sur l'Université de Lorraine, voilà, tac, on voit proportionnellement tous les organismes qui sont déposants, et donc du coup si on retire les plus gros, on voit apparaître ceux qui déposent moins en plus, voilà. Donc c'est un premier jet d'un dashboard donc qui pourrait mettre des choses en commun pour chacun des organismes. Dans le fichier, donc si tu reviens, voilà, voilà. Donc là, dans le fichier, on fait un appariement, un rapprochement entre deux types de données, hein. On gère en fait les différents organismes déposants dans une feuille de calcul toute simple qu'on a. Et on fait le rapprochement par rapport à l'identification de ces organismes. On a choisi l'UAI, qui est donc l'unité administrative immatriculée donc des organismes dans l'ESR. Il y en a 135 000. Donc parmi nos déposants, dans notre feuille de calcul, moi j'ai été voir dans cette feuille de calcul qui est mise en ligne sur le site du ministère, quel était l'UAI de nos organismes, et à partir de ce lien, à partir de cet identifiant, on a fait le lien pour récupérer le libellé exact de l'organisme et puis la géolocalisation. Mais il y a d'autres informations qu'on pourrait apparier, comme le nombre d'étudiants, comme d'autres choses. Et puis on pourrait aussi apparier d'autres choses, puisque après, l'idée c'était de rapprocher le nombre de consultations. Donc on a regardé combien d'événements de consultation avaient été déposés par chacun des déposants à partir des index qui sont présents dans Elastic. Dans ces index, bien sûr, il y a
beaucoup d'autres choses à part le nombre d'événements de consultation déposés. Donc, c'est là où va intervenir le fait que chacun des organismes est prêt à mettre en commun un certain nombre d'informations, et c'est via cet index qu'on pourra le voir. Voilà. Donc, c'est une première tentative. C'était intéressant pour nous de voir un peu qui sont les principaux déposants de façon visuelle, comme ça, sur une carte. Ce qui est intéressant, c'est que ça donne l'information, on a changé de perspective, quoi. C'est plus Voilà. du tout d'où ont lieu les accès, Voilà. qui peuvent avoir lieu un peu partout, en France et hors de France, pour chaque organisme. C'est vraiment les dépôts. Voilà, les dépôts, l'organisme dépôt déposant, là où il est localisé. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de choses en Lorraine. C'est une carte qui ne bouge pas. Ouais, voilà, c'est une carte qui ne bouge pas. Ouais. Il y a beaucoup de choses en Lorraine parce qu'il y a nous, le CNRS, il y a ISEX, il y a l'Université de Lorraine. Et après, une fois qui sont les principaux qui apparaissent sur cette carte, et une fois qu'on retire, on voit après, c'est Lille par exemple qui apparaît. Il y a Marseille, il y a Montpellier aussi. Je le dis parce que je vois que vous êtes en ligne. On passe à la partie analogique. Alors, par rapport aux métriques de la partie analogiste, donc on n'a pas recensé de nouvelles plateformes, on est toujours à 365. En revanche, il y a eu pas mal de travail qui a été fait sur les corrections des plateformes des éditeurs et notamment aussi depuis l'arrivée de Steven cet été. Donc, on est on a rajouté, on a 14 plateformes, 14 parseurs qui ont été finalisés. Donc, on est à 246 avec un taux de couverture de 67%, soit une progression de 4% depuis le précédent sprint. Alors, au niveau des corrections des parseurs, donc je vais passer rapidement en revue ce qui a été fait. Donc, on a notamment travaillé sur des plateformes suite à des comparaisons stat-éditeurs que nous avions engagées pendant cet été. Donc, on a travaillé sur Wiley. On a fait une correction sur une URL qui contenait un DOI particulier. On a fait une correction aussi sur Nature avec un DOI qui était mal paramétré donc, dans l'URL par l'éditeur. Donc, il fallait rajouter des éléments. Donc, on a corrigé ça. On a aussi fait une correction sur la plateforme ACS. On a notamment fait du nettoyage sur des consultations qui n'existaient pas, qui étaient liées à des DOI non déterminés. Donc, on a supprimé ça. On a fait aussi, alors je ne sais pas si on le voit, une petite correction sur une consultation PDF qui était reconnue par le parseur en HTML. Donc, on a fait la modification. On a également travaillé sur l'agrégateur Silvershare et notamment sur les consultations articles PDF qui n'étaient plus reconnus. Donc, suite à un changement de domaine. Voilà, donc on a corrigé ça. Et puis, on a eu un échange technique avec l'éditeur Kern, donc qui nous a procuré des éléments sur les formes d'URL de leur plateforme. Et puis aussi avec Yannick, on a travaillé directement sur les logs et les rejets pour essayer de trouver des consultations qui n'étaient pas prises en compte dans le parseur. Et notamment, j'ai mis l'exemple d'une URL où le HTML était en fait paramétré en HTML, donc le parseur ne le reconnaissait pas. Voilà. Et suite à ça, on a fait une comparaison stat-éditeur avec les EC d'EasyParse pour l'année 2017. Et lors de la première comparaison, on avait donc un taux, c'est pas mis, mais les PDF étaient très nettement en dessous des 5%, on était à 2% de différence avec EasyParse. En revanche, on avait 11% d'écart entre les stats éditeurs et les stats EasyParse. Et là, suite à la correction, on a baissé de 2%, donc on a plus que 9% d'écart. 9% en moins. L'écart, il est au profit. Qui c'est qui a le plus de. C'est l'éditeur. C'est le Kern qui continue voilà. à donner plus de consultations. Oui. Donc, on va leur faire un compte rendu pour leur dire qu'on a épluché toutes les logs, donc des consultations ont
peut pas les inventer, hein, elles sont pas enregistrées. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, on va leur faire un compte rendu suite à l'échange qu'on a eu avec eux, et puis on vous donnera la réaction de l'éditeur par rapport à ça. Voilà. Alors, Et, excuse-moi de poser la question, on a une idée du nombre de double clics qu'on comptabilise chez eux? Parce que peut-être que la différence maintenant, elle se situe là. Maintenant, c'est peut-être ça qu'on va soumettre justement Ouais. dans le courrier qu'on va leur adresser, c'est le problème du dédoublonnage qui est peut-être pas exactement le même que celui qui est paramétré dans les EasyParse. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que ce problème de différence entre les stats éditeurs et les stats EasyParse, elle est revenue côté Couperin par le biais de la négociatrice de cette ressource, qui l'a fait remonter dans un questionnaire enfin, les questionnaires qu'on fait annuellement pour chaque ressource. Et donc ça, c'est un truc qu'elle a remonté. Oui. Donc, je pense que de toute façon, l'étude qu'on a fait, c'est sur un an de consultation du CNRS, donc c'est quand même assez probant comme résultat. Mais je pense que là, on est dans une démarche avec cet éditeur-là qui est très intéressante. Qui est constructive. Parce qu'on arrive à discuter avec eux de points de détail sur la façon dont les contenus sont organisés techniquement sur leur plateforme, et c'est ça qu'il faudrait pouvoir faire avec presque tous les éditeurs. En fait. Ben, je pense que Sylvie, elle va en parler justement par rapport à ça. C'est pour ça, j'en dis pas plus. Donc, si j'ai passé rapidement en revue ces corrections, c'est que vous pouvez consulter dans le blog l'article qui correspond à toutes les corrections qu'on a fait sur ces plateformes, donc avec le détail technique des corrections. Donc, je vous invite vraiment à le consulter. Au niveau de l'INI-CNRS, on a fait toutes ces corrections et on a ensuite retraité tous les logs de consultation du portail de 2017 et 2018, car il me paraissait vraiment intéressant de pouvoir faire des comparaisons avec les corrections nécessaires apportées aux parseurs. Donc, n'hésitez pas à consulter l'article, vous aurez tous les détails, parce que c'est vrai que ça peut prendre trop de temps si on en parle là à la sprint. Et puis, donc, n'hésitez pas aussi à utiliser EasyLogger et à retraiter vos logs. D'ailleurs, on conseille de le faire au moins 2 fois par an. Donc là, je vais avoir un souci pour revenir sur la... Ah, merci. Alors, en ce qui concerne maintenant le nouveau parseur qui a été développé, donc il s'agit de la plateforme Ingenta Connect. C'est une analyse de plateforme qui avait été réalisée par nos collègues de la bibliothèque Sainte-Geneviève qui ont beaucoup travaillé dans l'analyse des plateformes. Et donc, on a développé ce parseur. Donc, les consultations, c'est pareil, ont été toutes parsées. Il y a un article de blog qui est en rapport aussi, bien sûr, avec ce nouveau parseur. Et puis, on a donc, nous, au niveau CNRS, on n'est pas abonné. Donc, on a maintenant la possibilité, et Yannick en parlera tout à l'heure, de pouvoir tester les URL analysées directement dans EasyLogger. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, toutes les URL fonctionnent. Donc, ensuite, c'est dans votre établissement où vous avez un abonnement qu'il faut vraiment tester sur des vraies consultations. Oui, d'ailleurs, je sais de la main. Donc, au niveau de la plateforme, analogiste en elle-même, donc on a une nouvelle fonctionnalité qui ne paye pas de mine, mais qui est bien pratique. C'est ce que vient de teaser Fred. Donc, il s'agit de la possibilité, donc depuis la page d'une plateforme, d'aller tester directement toutes les URL qui sont analysées dans EasyLogger. Donc pour ça, est-ce que ça peut pas directement s'enlever ça carrément? Voilà. Hop. Donc pour ça, ça se passe dans le menu et on a un nouveau bouton qui est simplement testé avec EasyLogger. Et quand on clique dessus, on va se retrouver dans l'interface d'EasyLogger avec uniquement les URL qui sont extraites des analyses de la plateforme, ce qui nous permet directement de les analyser avec EasyParse et vérifier qu'elles sont bien reconnues. Donc, quand on utilise ce biais-là, on se retrouve avec un petit bouton qui nous permet de revenir directement à la plateforme qu'on a analysée. Et on peut également analyser
une URL particulière en se rendant dessus et en cliquant sur le même bouton, donc tester avec EasyLogger, auquel cas on se retrouve avec une seule URL, voilà, qu'on peut tester unitairement. Donc ça paye pas de mine comme ça, mais ça va être très pratique pour pouvoir vérifier. Si ça paye de mine. Donc ça va être très pratique pour pouvoir vérifier que les anciennes analyses sont toujours d'actualité, par exemple. Tiens, je n'arrive pas à revenir en arrière. Tout j'échappe. Et en dehors de ça, on a des nouveautés au niveau des badges. Ouvrir la petite. Donc pour les badges, donc pour rappeler, ces badges ont été mis en place sur Analogist pour valoriser le travail des personnes contribuant à Analogist. Donc depuis la dernière sprint, il est désormais possible de traduire les badges, parce qu'il y a des utilisateurs outre-Atlantique qui utilisent Analogist. Donc pour la traduction des badges, c'est assez simple. Il suffit juste de changer la langue sur Analogist. Et ça traduira automatiquement le nom, la description et les critères. Il est aussi désormais possible de partager les badges sur différents réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Google+. On peut aussi le partager donc, sur le réseau professionnel LinkedIn. Donc, pour le partage des badges, je vous invite à lire les articles de blog. Et il est aussi possible d'intégrer le badge à une page d'un site web. Donc, tout est détaillé aussi sur l'article de blog. Donc, pour les badges, quand vous créez ou mettez à jour une analyse et que vous remplissez les critères d'obtention d'un badge, vous aurez ce petit message de notification qui apparaît en bas à droite de votre écran pour vous prévenir de l'obtention du badge. Pour l'équipe EasyMesure, donc il y a maintenant une administration qui permet d'émettre des badges manuellement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de badges, donc ceux émis automatiquement par Analogist et les autres émis manuellement par les membres de l'équipe. Donc la même chose, tout est détaillé sur l'article de blog concernant les badges, sur les critères d'obtention. Donc une campagne de badge a été débutée début de semaine. Donc, il y a eu un post sur Twitter pour prévenir les utilisateurs. Et aujourd'hui, le badge correspondant est accepté à 32% sur une quarantaine d'émissions. Parce qu'il faut dire qu'on a commencé la campagne d'émission de badge. Oui. Et donc, un des badges qu'on a remis est celui des correspondants. Ils partent EasyMesure. Donc, on a combien de correspondants? On a 50 organismes là en ce moment? Une cinquantaine. On a au moins une centaine de correspondants. Voilà, on a une cinquantaine d'organismes et donc pour chaque organisme, il y a un correspondant documentaire et un correspondant technique. Et donc chacun se verra attribuer un badge correspondant qu'il est libre d'accepter ou pas. Et c'est ça qu'on voit comme métrique, c'est-à-dire qu'on a commencé la campagne, donc Fred a envoyé les mails. Et les gens, quand ils reçoivent le mail qui les informe qu'ils ont reçu le badge, eh ben, ils cliquent en acceptant. Et donc, c'est les métriques qu'on peut suivre sur le site de Open Badge Factory. Donc, pour ceux qui ne l'auront encore pas, pour les correspondants qui ne l'auraient pas encore, regardez votre badge mail. Et acceptez vos badges. Pour EasyPart, juste pour revenir là pour les badges, voilà, là tu as été un peu vite à montrer, mais donc tu le montreras plus en détail jeudi prochain. Parce qu'en fait, lors de la réunion des correspondants, la 5e réunion des correspondants. Oui. Parce que c'est assez intéressant, mis à part le fait qu'on est dans le contexte EasyPart, EasyMesure, qu'on cherche bien sûr à valoriser les actions qui sont faites sur Analogist. C'est assez intéressant aussi de parler d'Open Badge. Tout ça se situe dans le contexte Open Badge. Donc,
qui est diffusable sur les sites, sur des sites tiers de type LinkedIn, réseau professionnel. Donc, ça peut être intéressant pour vous aussi, hein, à la fois pour EasyParts et pour l'aspect Open Badge, de voir un peu toutes les possibilités que ça offre au niveau Open Badge, et donc qui seront un peu plus détaillées dans cette réunion. On peut passer à la partie EasyParts. Pour la partie EasyParts, pour pouvoir répondre aux questions sur les différences entre les données éditeurs et EasyMesure, 7 nouveaux champs sont renseignés dans les événements de consultation. Donc, ça servira donc à connaître la version et la date de mise à jour d'EasyParts. On a la même chose pour tout ce qui est parser et middleware, ainsi que la liste des middleware utilisés. Donc, ces indicateurs pourront servir à savoir, à connaître d'où viennent les différences, ou savoir nous renseigner sur un éventuel problème. Donc, si vous avez été sur votre administration récemment sur EasyParts, vous aurez peut-être vu que les 2 colonnes statut et version ont été remplacées par une colonne certification. Donc, cette colonne a pour but de montrer les plateformes qui ont les certifications H et P. Voilà. Donc, les plateformes certifiées ou non. Donc, petit changement au niveau de l'enrichissement d'EasyParts. Donc, il faut savoir que dans la chaîne de middleware, dans la chaîne d'enrichissement d'EasyParts, jusqu'ici, nous donnions toujours la priorité à nos propres bases de connaissances. Et depuis notre nouvelle version d'EasyParts, Crossref est passé devant. Alors, il y a une raison à cela, c'est qu'on est parti d'un constat. Il se trouve que la base de données Crossref est quand même bien mieux maintenue que nos propres bases de connaissances, en sachant que nos bases de connaissances sont généralement générées par les éditeurs et elles ne sont pas forcément à jour, même du côté des éditeurs. Et donc, on remercie l'INSERM pour ça, car c'est eux qui nous ont fait remonter le fait que alors, je crois que c'était pour du Springer, c'est ça? Les titres étaient en allemand, alors qu'ils ont tous été modifiés en anglais par l'éditeur, et sauf que dans les PKB, c'était encore les versions allemandes. Voilà. Donc, les PKB, même après mise à jour de chez Springer, gardaient des titres qui finalement étaient obsolètes, alors qu'ils étaient bien à jour du côté de Crossref. Donc, on est parti du principe que Crossref était quand même plus à jour et avait des données plus valides. Donc, on donne maintenant la priorité à Crossref et on rebouche les trous éventuellement manquants avec nos bases de connaissances. Donc, on remercie l'INSERM pour ça. Juste une petite question pour le futur personnel, parce que je croyais que les mises à jour de Crossref venaient des mises à jour des éditeurs. Je suis surpris que Crossref puisse être plus up-to-date que les propres éditeurs. Oui, mais ce n'est pas les mêmes flux en fait. C'est-à-dire sur les sites des éditeurs, là où ils mettent en ligne leur liste de. Visiblement, ils n'ont pas les mêmes flux. C'est pas les mêmes. Il doit y avoir des flux spéciaux pour Crossref, qui sont plus à jour, automatisés peut-être. Alors que là où ils mettent à disposition un fichier CSV avec leur liste de titres et tout ça, bah, ça c'est pas. Okay. Je comprends mieux. C'est difficile de savoir de façon certaine à quelles informations on a accès sur le site de l'éditeur dans sa fiche CABART. Ce qu'on constate absolument, c'est que la source Crossref est généralement Parce que ça va directement à l'article, donc je pense que. Vous essayez de comprendre le mécanisme de pourquoi c'est plus frais en passant par Crossref. Parce que ça paraissait. Parce que ça va. L'explication de Dominique, voilà, je pense que c'est pas les mêmes flux. Ça va à l'article directement, donc je pense que la mise à jour du titre de publication est plus à jour que les listes CABART avec simplement les titres de publication renouvelés annuellement. Voilà. Oui. Ok. Donc, autre nouveauté au niveau d'EasyParts, une nouvelle commande qui s'appelle EasyP. Qui est désormais disponible dans la dernière version et qui permet de traiter des fichiers avec EasyParts de la même manière qu'on le faisait avec précédemment EC Maker ou EC Bulk Maker.
Donc cette commande-là a vocation à faire un peu plus que ça dans un futur plus ou moins lointain. Donc ce serait l'équivalent de la commande EasyMeasure pour EasyMeasure. Donc ça permettrait d'utiliser toute l'API d'EasyParse, enfin à terme. Donc pour le moment, elle permet simplement de faire des traitements soit unitairement ou soit de la même manière qu'avec UC Bulkmaker, c'est-à-dire en donnant un dossier de log et en lui donnant un dossier de résultats. Et après, il se débrouille pour faire le traitement sur tous les fichiers qu'il trouve et il les met dans le dossier de résultats. Donc c'est une commande qui est installable en dehors du contexte d'EasyParse. Et pour resituer le contexte, cette commande-là, elle fait suite à un travail que j'ai entamé avec Sarah Denou de HAL. Donc, on a travaillé sur des middleware qui permettent de détecter des robots en fonction d'une fréquence de consultation par personne. C'est-à-dire qu'au-dessus d'une certaine fréquence, on part du principe que c'est un robot. Et ce middleware génère un fichier de résultats, un fichier avec une liste de robots à côté des fichiers résultats d'EasyParse. Sauf que dans leur traitement automatique, ils n'ont pas la possibilité d'aller récupérer ce fichier. Et donc cette nouvelle commande permet notamment de faire ça, de dire tu vas me traiter un dossier et pour chaque fichier que tu me traites, je veux que tu me récupères tel fichier résultat d'EasyParse. Donc, ça peut être des fichiers générés par des middleware ou ça peut être des fichiers de rejet ou autre. Voilà. Donc, cette commande est vouée éventuellement à évoluer encore. Du coup, est-ce que tu peux donner un tout petit peu plus de détails sur l'aspect robot? C'est-à-dire quand tu lances EZP, la commande EZP sur un dossier, pour chaque fichier log, il génère un fichier EC provoqué par des robots. Alors, la commande en elle-même ne fait pas ça. C'est-à-dire que, comment je dirais, le middleware qu'on a développé avec Sarah se passe du côté EasyParse et lorsque l'on fait un traitement avec EasyParse et qu'il est actif, il génère un fichier avec une liste de robots dans le dossier où se trouvent les résultats du traitement. Et donc, la commande cBulkmaker, à l'heure actuelle, se contente de récupérer juste les résultats d'EasyParse et le rapport. Elle ne me permet pas de récupérer d'autres fichiers qui seraient générés par EasyParse, notamment les rejets ou d'autres fichiers générés, parce que les middleware font ce qu'ils veulent finalement. Et donc, maintenant, on a la possibilité de faire ça, de lui dire récupère-moi pour chaque fichier un résultat sous forme de CSV, d'éléments de consultation, le rapport au format HTML, et je veux télécharger également tel ou tel fichier, voilà, en lui donnant le nom directement. Et du coup, le fichier des robots que vous générez, c'est quoi? C'est une liste de RST? Alors, c'est une liste, effectivement, c'est une liste, c'est un fichier JSON avec pour chaque IP le nombre de consultations qui a été fait sur la période. Voilà. Il permet ensuite de prendre pour chaque IP dans ton fichier d'IP et de les retrancher ou de les garder. Voilà. Eux, après, je sais pas exactement ce qu'ils font directement avec ça. Il me semble que oui, ils les utilisent pour les resupprimer quelque part derrière, mais je sais pas où dans leur chaîne de traitement. Globalement, ça permet de récupérer. En fait, EasyParse fait plein de choses. En traitement automatique, on ne pouvait pas forcément récupérer ces choses à part le résultat. Et avec la commande EasyParse, là, on va pouvoir lui dire, voilà, vous avez le résultat et puis tu me récupères aussi d'autres choses. Et du coup, dernière question, moi, il m'arrive beaucoup en support de parler de la commande cBulkmaker. Est-ce que désormais on arrête d'en parler, on parle que d'EasyParse? Est-ce que le cBulkmaker et le cMaker vont être alors, je pense qu'on peut considérer qu'elles sont dépréciées. Elles sont déjà dépréciées. Normalement, la commande EasyPay fait à la fois il regroupe ECMaker et ECBulkmaker. Donc, on va dire la commande EasyPay Bulk, qui est l'équivalent de cBulkmaker, normalement se comporte exactement de la même manière que cBulkmaker. On peut la remplacer normalement telle qu'elle et ça se comporte de la même manière. À ceci près qu'il fonctionne un peu mieux, il nettoie mieux, par exemple, les fichiers quand on refait un traitement, les anciens fichiers. C'est plus pratique que les anciennes commandes qui existent toujours, mais qu'on ne va pas faire évoluer. Donc pareil, ça va devenir des trucs pour les oui.
Donc, je pense qu'on peut partir de ça maintenant, sachant qu'elle est effectivement intégrée aussi dans EasyParse. À partir de là, on est sur la dernière version, on peut l'utiliser directement. En fait, c'est une commande qui est intégrée dans EasyParse, mais qui est installable en dehors d'EasyParse maintenant. Pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est une commande NPM, alors que c'est Bookmaker, c'est pas même type de fonctionnement. Mais on fera peut-être des réunions exprès pour expliquer plus en détail. Ouais. Alors, la partie EasyMesure. Donc, on n'a pas eu de chargement à faire pendant les vacances, mais il y a toujours les chargements automatisés. Depuis la rentrée, on a eu quelques chargements pour Lyon 1, l'Université d'Orléans, de Toulouse, Toulouse Capitole, l'Université de Tours et pour Sciences Po Grenoble. Donc, on vous encourage à automatiser vos chargements. Et d'ailleurs, on fait un petit coucou à l'Université de Grenoble qui, suite à une passation de poste, a repris l'automatisation justement des chargements. Et on souhaite la bienvenue donc à Jean-Michel Méret. Alors, au niveau des EasyMesure, on a une nouvelle possibilité qui se passe au niveau des insertions. C'est la possibilité d'insérer des champs qui sont multivalués. Alors, c'est-à-dire que jusqu'ici, c'est ce qu'on peut voir en haut. Lorsqu'on insérait un fichier d'éléments de consultation avec des champs multivalués, on se retrouvait avec ce genre de choses. Donc ça, c'est un nuage de tags sur Kibana. Notamment dans BibCNRS, on a un champ qui s'appelle BibGroups qui contient des groupes séparés par des plus. Et bien jusqu'ici, le champ entier était considéré comme une seule et même chaîne de caractères. Et donc, ça donne ce qu'on voit ici. Et maintenant, on a la possibilité de donner un paramètre pour dire, lors de l'insertion, eh bien, mon champ BibGroups, c'est un champ multivalué et je veux le séparer avec des plus. Donc, comme ça, EasyMesure, lorsqu'il va recevoir les éléments de consultation, il va prendre ce champ-là, il va le couper bien comme il faut et il va l'insérer en tant que champ multivalué. Et on se retrouve avec des valeurs qui sont, comment je dirais, qui sont beaucoup plus facilement exploitables puisqu'elles sont indépendantes. Ça va donner des choses bien plus cohérentes dans les tableaux de bord. Dans les tableaux de bord, merci. Ensuite, nouvelle possibilité, on peut maintenant supprimer des données d'EasyMesure par période plutôt que de supprimer un index en mode barbare. Oui. Donc du coup, au niveau de la commande EasyMesure, ça se traduit par une nouvelle sous-commande qui est EasyMesure Events Delete. Donc elle prend en paramètre l'index dans lequel on veut supprimer des choses et de manière optionnelle une date de commencement et une date de fin, en sachant que typiquement si on ne donne pas de date de commencement et juste une date de fin, ça va être de date de fin et tout ce qui se trouve avant, et réciproquement pour la date de commencement. Donc typiquement ici, ce qu'on a fait, c'est on supprime de l'index BibCNRS INSU entre la date le 10 janvier et le 14 janvier. Et donc, on constate dans les tableaux de bord qu'on a bien juste cette période-là qui est supprimée. Hop là. Donc, on passe comparaison statistique éditeur et statistique locale. Donc, afin de pouvoir apposer la certification P, donc Publisher, sur les plateformes, nous continuons donc les comparaisons entre les statistiques éditeurs et les statistiques locales. Donc, avec le logiciel Omniscope, mais vous verrez aussi après que Dominique est également en cours de procédure directement depuis EasyMesure. Donc là, depuis le logiciel Omniscope, donc j'ai comparé les GR1 des éditeurs avec de la plateforme NPG avec
avec les stats donc, des EasyParks pour l'Institut INSB et INE pour l'année 2017. Donc, vous avez ici donc, la procédure que j'ai mis en place. Donc, en gros, j'ai gardé les EC d'EasyParks pour lesquels nous avons des abonnements CNRS de la plateforme NPG et j'ai fusionné le résultat obtenu avec les statistiques éditeurs. Dit comme ça, donc ça paraît tout simple, mais j'ai été confrontée à pas mal de soucis, car pour pouvoir fusionner des fichiers, il faut une clé unique et parfois les titres, les ISSN papier ou électroniques ne sont pas toujours écrits de la même façon entre les EC d'EasyParks et les statistiques éditeurs. Donc, j'ai dû faire des grosses procédures avec Omniscope. Donc, vous avez ici, je vous ai mis ici sur le côté une petite procédure, un petit exemple et tous les fichiers que j'ai dû réaliser pour réussir à avoir ce tableau. Donc, j'ai fait une petite représentation graphique où vous avez en bleu les consultations, je vois pas ici, EasyParks, en rouge les consultations éditeurs et les barres en orange sont les différences, le pourcentage de différence. Juste pour pas que les gens prennent peur, hein, parce que moi ça m'a fait peur quand j'ai vu, les grandes barres c'est juste un pourcentage de différence. Donc ça peut être un grand pourcentage sur des différences qui sont. Ouais, je vais en parler. Alors, je me suis mis directement sur le logiciel parce que bon, vu comme ça c'est bien, mais on voit pas trop bien à cause du titre Nature qui est le plus consulté. Donc si je déplace ce titre, on verra mieux. Donc voilà, concrètement pour les autres titres. Sur les 38 titres qu'on a qu'on est abonné pour pour le CNRS, donc on peut voir quand même qu'il y en a plus de la moitié pour lequel on est plutôt très bon. Mais il y a des titres, je vais aller me mettre directement là. Voilà, sur les différences, il y a des titres pour lesquels nous avons plus de consultations EasyParks que d'éditeurs, donc plus de 5%, et inversement, on a des titres pour lesquels on a plus de consultations éditeurs que de ces EasyParks. Donc, après avoir fait des recherches et via EasyLogger, et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a la procédure sur le blog pour EasyLogger, et on a recherché aussi avec Yannick pour essayer de voir dans les fichiers des rejets si on trouvait d'où venaient ces différences. On n'a pas trouvé. Donc, je vais revenir sur mes slides. C'est là. Hop. Donc, en fait, comme on avait eu pour Kern, on leur avait demandé qu'ils nous fournissent les liens. Donc, nous avons eu l'idée d'écrire un courrier à tous les éditeurs pour leur demander quelles étaient les URL, la structuration des URL qu'ils prenaient en compte pour réaliser leurs statistiques. Un des diagnostics qu'on pourrait proposer, c'est de dire qu'en fait, les différences entre les plus d'un côté et les moins de l'autre, ça peut être un problème d'appariement, c'est-à-dire que dans un cas, on a apparié sur un titre et l'éditeur a apparié sur un autre titre, ce qui fait que, comme il y a des titres qui évoluent, donc ça peut être aussi un problème qu'on a évoqué tout à l'heure avec la priorité cross-ref et les PQP. Voilà. Et puis, savoir quelle norme Counter ils utilisent ou ils l'utilisent pas. Voilà, aussi. Donc, ce courrier, je vous invite à l'envoyer également à vos éditeurs. Pour le moment, je l'ai envoyé donc à NPG, je vais l'envoyer aux autres. J'ai pas encore eu de retour, mais je pense que c'est intéressant. Et comme le logiciel Omniscope et c'est une procédure qui est quand même lourde et que le logiciel est en plus payant, donc Dominique travaille actuellement sur la gestion donc des statistiques éditeurs directement dans EasyMesure et c'est ce qu'il va vous présenter. Oui, donc l'idée en fait c'était de se dire que le travail que fait Sylvie est assez important et assez fastidieux. Ça demande beaucoup d'itération, de se servir d'Omniscope et tout ça. Et l'idée aussi, c'est de se dire, mais donc on a toujours des questions entre les stats éditeurs et les stats EasyParks. Donc nous, on constate que on est bon par rapport
à ce qu'on est capable de produire quand on fait nos comparaisons, hein, mis à part certains cas particuliers. Mais l'objectif, ce serait aussi de permettre à d'autres de pouvoir faire ces comparaisons, sachant que, comme l'a dit Sylvie, tout le monde n'a pas Omniscope. On a EasyMeasure, on a Elasticsearch et Kibana, qui sont des outils qui sont adaptés pour faire ce genre de manipulation. Donc, l'idée, c'était de se faire une tentative de dire, voilà, on peut faire un POC, une preuve de concept. Est-ce qu'on pourrait charger des stats éditeurs dans EasyMeasure et puis faire la comparaison par rapport aux stats EasyParse qui sont déjà chargés. Donc là, de la même façon que tout à l'heure, on a créé un index spécial, là, on crée aussi pour les déposants, là, on a créé un index spécial aussi pour les stats éditeurs, et donc dans notre cas d'usage, les stats éditeurs autour de BitCNRS. Et donc, la première chose, ça a été de récupérer les stats éditeurs, et puis donc c'était les JR1, et de pouvoir transformer ces JR1 de façon à ce qu'ils soient chargeables dans EasyMeasure et que ça donne quelque chose de visuellement exploitable. Dans les JR1 qu'on récupère, en fait, on récupère un fichier avec des enregistrements par titre. Donc la première opération, ça a été de faire que cette visualisation qui est en fait annuelle sur un JR1, on voit les consultations de tous les titres de façon annuelle, même s'il y a un détail par mois, mais c'est une compilation annuelle. C'était d'éclater en fait ces consultations annuelles à partir de chacune des colonnes mensuelles pour chaque titre, pour pouvoir charger ça dans EasyMeasure. Et ensuite, de faire l'appariement, comme l'a montré Sylvie. Là, dans le POC, on fait l'appariement juste sur le titre de la revue. Je n'ai pas été plus loin par rapport à ça. Et puis, donc, on obtient un premier résultat, c'est ce que vous voyez là. Donc là, de la même façon, on a sur la gauche, on a les titres donc les plus consultés. On a Nature, on voit pas bien là sur l'écran, mais c'est Nature qui est le plus consulté. Et puis après, on a un certain ordre. Et puis, on a les consultations sur la droite en haut, les consultations mensuelles. Et on voit en vert, donc sur la gauche, c'est les consultations éditeurs. Et sur la droite, c'est les consultations éditeurs en vert et les consultations EasyParse en bleu. Et on voit que, en tout cas, à partir du mois de mai, avril-mai, on est relativement similaire. Donc là, j'ai terminé ça hier, ce matin, et là, je me suis dit, ouh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé en début d'année? Si on clique sur Science Direct, par exemple, clique voir en bas, ou sur Elsevier. Voilà, ah oui, pardon. Et on voit que, qu'est-ce qui se passe au niveau du début de l'année d'Elsevier? On n'a pas de stats éditeur au niveau du début d'année Elsevier en 2017. Donc, et ça vient des fichiers qui ont été chargés, c'est-à-dire il n'y a pas, les chiffres sont à zéro. Voilà. Par contre, au niveau EasyParse, on a bien des statistiques. Donc, ça permet de voir, on voit tout de suite que, d'une part, on a des résultats qui sont quand même comparables, c'est-à-dire il n'y a quand même pas un grand écart. Là, c'est sur la globalité. Et puis, donc, ça nous permet aussi de voir, de faire d'isoler par éditeur. Donc là, le cas de figure est un peu particulier parce qu'on a quand même 10 portails, en fait, en quelque sorte, donc qu'on a rassemblés. C'est la somme sur les 10 portails. Voilà, c'est la somme. Voilà, oui. C'est la somme, parce qu'en fait, il y avait aussi ce souci, les éditeurs fournissent des statistiques pour l'organisme, et là, comme nous, on a 10 portails, il y a un peu de, c'est pas toujours synchro entre les stats qu'ils fournissent et puis les 10 portails. Donc là, comme c'est le cumul de tout, ça nous permet d'avoir une vue globale par rapport à ce qu'on fait avec EasyParse et les éditeurs. Donc l'idée, à partir de ce POC, donc, si tu mets peut-être le suivant, le slide suivant, c'est la procédure. Voilà, la procédure, c'est de dire, voilà, on part des fichiers JR1 qui sont fournis de façon Coulter. On fait un import. Alors, on utilise, en fait, j'ai utilisé une feuille de calcul Google Sheets avec une macro associée pour transformer, comme je vous disais tout à l'heure, ce fichier CSV en fichier CSV, mais qui puisse être chargé dans EasyMeasure et donner des données exploitables. Donc ça peut être fait chez l'utilisateur. Je reconnais, c'est en mode Google Sheets. À partir de ça, tout est automatisé. On obtient un fichier qui reste plus qu'à déposer dans EasyMeasure
dans un répertoire et à partir de ça, on peut charger un index spécialisé, donc on appelle PublisherStat, mais bon, qui sera pour chaque organisme, enfin pour les organismes qui voudraient, voilà, qui sera propre à chacun. Et puis après, il y a toute une phase d'appariement par rapport donc au type de publication à partir des données EasyParts. Voilà. Et on obtient un dashboard, enfin on peut construire à partir de ça un dashboard, ce que je viens de vous montrer. Donc l'idée, c'est que nous, on va continuer à travailler sur un meilleur appariement hein, avec l'ISSN, faire attention que les titres puissent bien matcher, etc. Mais on aimerait bien aussi pouvoir étendre ce POC à d'autres que l'ICNRS pour vérifier effectivement que c'est quelque chose qui pourrait être exploitable. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui sont intéressés, donc on part des JR1, et puis on pourra vous expliquer ce qu'il faut faire à la procédure. Ouais. Il faut importer un JR1 dans une feuille de calcul Google Sheet, et puis après, nous envoyer les fichiers, et on vous chargera tout ça. Un appel à candidature pour des établissements qui seraient intéressés, qui disposent de GR1 ou dont on peut facilement disposer dans mesure, et de conduire la procédure qui a montré, enfin dont a parlé Dominique, là, avec la feuille de calcul qui fait la transformation, le dépôt dans un index, et puis la création d'un dashboard de comparaison. Il faut prendre une plateforme qui est certifiée H. Alors, plateforme certifiée H. Parce qu'il faut que ce soit une plateforme qui ait au moins un identifiant comme le type de publication ou l'ISSN et l'ISSN, parce que sinon, ça ne sera pas comparable. Donc, moi, ce que je peux peut-être faire, c'est faire une première liste d'établissements qui ont des stats chez ces plateformes-là. Enfin, des listes d'établissements qui sont présents sur mesure pour ces éditeurs. Bonjour, excusez-moi, c'est Henriette à Toulouse. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir un établissement dont les chargements représentent l'intégralité des consultations. Oui, l'idéal, c'est de travailler avec des établissements qui ont déjà des chargements EasyParts dans les mesures conséquents. Parce que nous, ça ne représente au mieux qu'un tiers des consultations. Oui, en fait, il y a quelques conditions, mais dont on pourra rediscuter dans un deuxième temps, qui contraignent un peu cet appel à candidature, évidemment. Mais on va refaire, ça, là on prépare le terrain, mais on va vous faire un message plus complet en listant les critères qui nous permettraient d'élargir le domaine de ce POC. D'étendre. J'ai envoyé un message c'est Thomas Arjounou, hein, ici. J'ai envoyé un message via le chat, là, donc je pense que l'UL est bien positionné pour participer à ça, évidemment. Okay. D'autant qu'on est en train de charger le reste des fichiers, alors dans un traitement qui n'est pas par Agimus, mais qui est c'est-à-dire que j'ai repris en fait les anciens fichiers pour avoir des noms de champs qui sont compatibles avec les données Easy Agimus. Donc voilà, à suivre. Okay. Ouais, super, hein, ça serait bien. Hein. Je ferai peut-être un point là-dessus au prochain sprint si c'est faisable. Ouais, okay. Ouais, super. Ouais. C'est noté. Okay. Donc oui, moi c'est bon pour moi. Donc les prochaines dates, donc la prochaine revue de sprint le 4 octobre. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure, la 5e réunion des correspondants Easy Mesure où Steven vous montrera donc Open Batch le jeudi prochain, le 13 septembre. La formation Easy Mesure à Rennes est annulée. Tu peux nous en dire le mot? Oui, donc c'est pareil, on va relancer une enquête d'intérêt pour savoir si les collègues de Bretagne, mis à part les collègues rennais qui ont pour l'instant arrêté leur déploiement de EasyParts, sont toujours intéressés. Donc je pense aux collègues de Brest, de Nantes et ceux de la région. Et puis si on n'arrive pas à faire une formation en Bretagne, on refera un sondage pour évaluer le besoin ailleurs qu'en Bretagne. Mais du coup, si vous êtes intéressé par une formation EasyParts Easy Mesure, n'hésitez pas à vous faire connaître en nous contactant à l'alias de mail qui vous présentait là, easyparts-google.com.
Donc, avez-vous trouvé le rébut? Intergiciel, c'était ça. Intergiciel. Intergiciel, Oui, c'est joli. J, ah oui. Si. Au mieux. Oui. Peut-être que tu là, le mec avec un couteau. Intergiciel vaut mieux que du tueur. Qui a inventé ce système d'esprit? Mais c'était pas toi? C'était toi? Parce que en fait, intergiciel, c'est le mot français québécois pour middleware. Et comme il a été beaucoup question de middleware, Yannick en a parlé, on a essayé de trouver un type de sprint avec intergiciel et c'était impossible de ne pas faire un jeu avec ça. Et c'est aussi pour annoncer aussi la suite. Intergiciel. Voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, les enrichissements qui vont pouvoir avoir lieu dans EasyParts, à la fois dans EasyParts et dans EasyMesure, se font sous forme de middleware. Et donc, pour nous, c'est l'avenir des évolutions de l'écosystème. Avez-vous des questions? Non. Oui, à distance, est-ce que vous nous avez bien entendu? Est-ce que vous avez des questions? Oui, on vous a bien entendu. Oui. Est-ce que le POC, potentiellement peut vous intéresser? Est-ce que ça vous a parlé ou pas? Il faut que là c'est le début de l'année, Oui. en une période lourde, il faut que je mette dans la boucle Magali Dias, correspondant fonctionnel, qui serait plus adapté pour le moment pour travailler dessus. Mais bon, comme elle est rentrée cette semaine seulement, et que c'est notre première rentrée Université de Lille unifiée, avec tout la masse qui va et surtout la masse qui va pas, ça sera pour un peu plus tard. Ça marche. D'accord. Mais de toute façon, comme c'est une preuve de concept, il n'y a pas d'urgence. Hein. Mais si vous êtes intéressé, on se recontacte quand vous êtes plus disponible. Oui, parce que nous, on a particulièrement pas mal de fournisseurs de ressources électroniques. Donc, on devrait avoir des choses qui collent bien en termes de JR. Et sinon, par rapport au badge, vous avez reçu les mails, vous avez compris de quoi il retournait quand vous avez reçu, ça c'était relativement clair ou À Toulouse, donc j'ai bien reçu. Maintenant, j'ai pas trop compris, j'ai pas franchement eu le temps de m'en occuper. La rentrée est un peu rude. Ok. Ok, bah de toute façon, tout ça va se mettre en place progressivement et puis on vous tiendra informé sur nos avancées sur les sujets. D'accord. Sinon, on vous souhaite une bonne rentrée. Merci. À vous aussi. Bon courage. À bientôt. Et à bientôt. Est-ce que certains vont à la DBU? De l'équipe EasyParts, EasyMesure, je ne crois pas, non. D'accord. Bon, parce que je vais travailler au groupe évaluation, donc ça va être l'occasion pour moi de rencontrer les collègues qui travaillent sur ce sujet. Et, D'accord. Voilà. Bye. Ok, merci. Au revoir. Au revoir.